Hôpital Donka. Face au bâtiment principal, le service des urgences. C'est un malade qui a été ramassé au marché, c'est un ouvrier. C'est l'administration du marché qui l'a ramassé pour l'envoyer à notre niveau ici. Et quel est votre diagnostic? Enfin, nous suspectons pour le moment une méningite. Nous attendons la famille pour sa prise en charge. C'est-à-dire? Pour les frais de médicaments, parce qu'il a été ramassé, il n'y a absolument rien pour l'instant. Combien de temps estimez-vous pouvoir attendre avant d'intervenir pour calmer sa souffrance? Enfin, nous estimons que c'est une urgence, mais pas à tel point. Ça peut attendre parce que c'est un syndrome infectieux. On peut attendre même jusqu'à demain, c'est pas exclu. Et là, maintenant, il a besoin d'être réanimé. Vous voyez qu'il est encombré, comment la respiration. Nous sommes en train de voir comment avoir un aspirateur. Où comptez-vous trouver un aspirateur? Bon, nous avons fait monter quelqu'un à la réanimation pour voir si l'appareil C'est en bon état. est en bon état. Arrivé à 17h, M. Diallo meurt durant la nuit. Sur la côte occidentale de l'Afrique, en Guinée, l'hôpital Donka est un hôpital semblable à bien d'autres hôpitaux du continent. Situé à l'entrée de la capitale Conakry, 1 million d'habitants, l'hôpital Donka accueille une multitude de malades venus de la périphérie de la ville et des banlieues, mais aussi de l'intérieur du pays. Sa capacité est de 350 lits. C'est l'hôpital le plus important de la Guinée, un établissement public géré par l'État qui en assure les frais de fonctionnement et les salaires. Avec son statut de centre hospitalier universitaire, il offre tous les services médicaux spécialisés d'une grande institution. Vous prenez un reçu de 1000 francs pour le bébé, s'il vous plaît. Oui, il y a un monsieur qui t'a demandé. Il y a un 5e étage. Tu vas à gauche, la première porte. Le reçu blanc, c'est pour toi. Tu donnes le rose au médecin. L'hôpital Donka vit difficilement la crise financière qui frappe aujourd'hui tout le secteur de la santé en Afrique. C'est pourquoi l'accès y est réglementé. Et depuis quelque temps, dès la grille d'entrée, les patients doivent préalablement s'acquitter du prix de la consultation. Mais pourquoi vous criez? Vous ne voyez pas les autres travailler, soyez compréhensifs, bon Dieu. Hein? Mais ne criez pas, attendez. Mais... Où est la malade? Vous ne malade de Goto, oui, madame. Attendez. Laisse-les pas sortir.
5e étage en pédiatrie, une jeune malade parmi bien d'autres. Fura ka kɛ mana ka ma a semaine sagal na yeke a kun tina kona ma alors anun comprimé ngona ka ma to meni e amuno ma lamfe ma ngona ka fara defa ngo sobe tene loge amu sonia ka mo ba de bari fer muna se muna munye mugu so di mania nan tuma alko yina kana ka se mugu nyira nake kan mara mugu muno mo so fe se muna bar to e ka chef ya ta me docteur na kana be ko nyira anga alum grand mosquée ko alko e kana mali fe couvre-feu etan na kan lange kam mali etan mo mali nsa ka etan na kan nyira etan na kam mo wala ntan siga ma ko den timanema e kam mali couvre-feu an ka siri sara munama Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allez bien, fin là. Il est terminé. Ok, regarde. Une petite générale. Mauvais, hein? Plus satisfaisant. Langue chargée. Abdomen souple. Docteur, quel est votre diagnostic pour cette malade? Ici, c'est une méningite purulente. Donc, il faut la mettre au traitement. Seulement, c'est une famille vraiment démunie et qui ne peut pas vraiment faire face, honorer les médicaments. Ne peut pas. Ça, c'est une ordonnance que vous devez honorer. Hein? En fait, c'est très urgent. Un traitement, un jour de traitement manqué, ça revient, ça met tout en jeu. Hein? C'est pourquoi l'importance de payer l'ordonnance là. Hein? Faites tout et voyez les parents pour venir en aide. Mais c'est très urgent. Hein? Pardon. Hein? Comment filmer la souffrance humaine dans ces hôpitaux d'Afrique? Comment être le témoin de la maladie et de la mort sans porter assistance aux plus démunis? Ces questions, nous nous les posons dès le début du tournage. Que devons-nous privilégier? La vérité brutale du réel ou la compassion humaine? Sans hésiter, nous choisissons d'aider les malades, en argent ou en médicaments, au risque de trahir une vérité dont nous ne serons pas les spectateurs passifs. Déjà. Nous n'avons pas sur le métro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ça y est. Vous essayez de faire qu'on a fait Amuna ape. Muna saraka.
Amuna, il nous barre pas plusieurs fois. Hein? Pharmacie privée. Venez, monsieur. Monsieur? C'est le laboratoire là. Le laboratoire au premier étage. Là, c'est la pharmacie. Nous n'avons rien de ça. Chez les pharmaciens privés. OK? Venez, venez, monsieur. Dans les pharmacies privées. Ça là? Oui. Non, il n'y en a pas. Pharmacie de l'extérieur. Oui, c'est lui. L'ordonnance qu'il faut honorer, les soins qu'il faut payer, l'argent qu'il faut trouver. Avec un salaire moyen de 100 000 francs guinéens, l'équivalent de 600 francs français, le coût des médicaments représente souvent le 5e ou le quart d'un revenu mensuel. Oh, ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais acheter les médicaments. Médicaments. Oui. Votre ordonnance. Ça, on demande 40. Les 40 là font 6 000 francs. 6 000 francs. Ah. Ça aussi, 1 gramme. 2 flacons font 2 000 francs. Le seringue, c'est 150 par 1. Ça fait 18 000 francs. Ça là. 18 000 francs. Ah. Ou bien, tu as combien? On va voir ça. Ou bien, ça aussi, c'est pas ordonnance, ça? C'est l'ordonnance, mais Qu'est-ce que tu préfères? Ça aussi, Solimèdrol aussi, il y en a 3 000 francs. Bon, donne ça, bon. Ça, c'est pour t'aider, puisque tu n'as pas beaucoup d'argent. On va voir pour ça, hein? Bon, d'accord. Vous voyez la date? 3e mois 80, 8e mois 98. OK? Ça fait 3 ans. Ça, c'est moins cher. mba yenyal ken kan seri soto fe madi be ita ala tan toro mi ki se muna nyira ala na wali akay wal fanyira ba be fanna wali amudangi ma yira sono wal fanyira ba be adama be adanyi na nyiki bambada yira walsa nka seri soto bambada nyal kan batara walsa ina wali madi ka seri soto na batara famma batawara walsa ki fanyira madi seri soto to madi seri soto alha jalan kila horom Barike. ma kamara bara fisato kifay bar mo so go be leer na xamma go birin no wa fe ne am ko na mo kisma a ya tay dimma asfera bama amo ade gema wema nana bara mo konta fele kifayra par pisa sa fanyi formera seri mo ma leve no mo fam handi katama
Ah, bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va bien? Mademoiselle? Alors ça va un peu? Tu as un peu dormi là? Maman? T'en as mon? Ça donne drôti. Donc elle a pris ses médicaments. Vous sentez une amélioration importante de cette malade? Et de cette fille? Oui. Oui, parce qu'avant elle ne pouvait même pas parler. Si aujourd'hui elle est poussée, je l'interroge, elle répond et même le tousser simple m'a permis de comprendre que la température a déjà diminué. Donc il y a un réveil mental qui n'était pas au départ. Donc elle ne pouvait même pas se déplacer de série pour être là. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle peut descendre et être dehors ou rentrer. Ce qui est déjà un signe d'amélioration. Que faites-vous quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui se dit indigent, qui n'a pas les moyens de payer les médicaments? Celui qui n'a pas les moyens, généralement nous sensibilisons les parents, nous leur mettons devant leur responsabilité d'avoir enfanté, donc ils ont le devoir d'intervenir. Parce que certains n'entendent le plus souvent que quand il y a le décès, tu vois toute la famille qui se regroupe pour faire un enterrement. Et pourquoi ne pas réunir la même famille pour aider l'enfant à sauver la vie de cet enfant? Monsieur Kourouma est arrivé dans le service de chirurgie pédiatrique voici 2 semaines. Son fils, Abdoulaye, avait une arête de poisson coincée dans la gorge. L'arête enlevée, l'enfant souffre d'une inflammation qui a provoqué une fistule, une perforation au niveau du cou. Allez, fiston, tu attends, hein? Demain, tu vas venir avec nous, on va aller faire la radio. Quand on aura fini de faire la radio, on saura exactement ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Hein? Est-ce que tu as un peu d'argent pour faire la radio? Docteur, tu donnes une ordonnance à moi, il est là-bas. Moi, je n'ai pas le moyen pour payer le médicament. Maintenant, tu venais avec un autre. Comment on va trouver l'argent pour payer ça d'abord? D'accord. De toute façon, on va attendre. On trouvera un moyen d'ici demain. Hein? D'accord. Quand tu dis il n'y a pas de problème, je compte sur nous. On va trouver un moyen pour trouver... Pour moi, il n'y a pas de moyen, docteur. Je sais, il n'y a pas de moyen. Bon, dans tous les cas, on va trouver un moyen d'ici demain. Hein? De toute façon, depuis 15 jours maintenant, vous êtes ici, on a fait ce qu'on peut faire. Hein? Hein? Ok, docteur. Si vous ne pouvez pas trouver les 8 000 francs, ça fait à peu près... Bon, 8 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Hein? Pour vous, je suis d'accord avec vous. De toute façon, docteur, même le matin pour manger, il n'y en a pas. Non, je vais vous... Le matin. D'accord. Je suis en train de prendre toutes les dispositions pour qu'au moins on puisse vous assurer à manger au niveau de l'hôpital ici.
Moi, je ne peux pas vous donner à manger. Je peux prendre l'enfant en charge. Vraiment, si tu fais ça, c'est bon pour moi. D'accord. Bon, je le ferai. Bien, merci. Ouais. Chef du service de chirurgie pédiatrique, le docteur Keïta est quotidiennement confronté à ces situations d'indigence qu'il ne peut pas vraiment résoudre. From premier étage. Oui, bah, Moufafa, série Fachebe, Difa Moufa Sara, 12 000 francs. Et fa Moukura Chamba, premier, 5e étage. Moutou Sika, 5e étage, ne fa série Sara, Sebe. Ordonnance Naiki. Moukata Moufande Sara. Na Mouemouna, Mbarakata, Semouna. Et na don fe gbegbe no na do ka fe ma na mo emu na yera ali to kelfe ge se ge hanti to do ke ki fo na ke be ko de me mun se gbata don sin well na masi na no yera bangi na mati aloko ngaji asi soto ba ma ko lo afinde ma mbe ki na ka itina e ma wule nara Muno ma bende se ka ayala no ma kata de ala no ma se gbete so de ran se gbete sara. C'est comme ça, j'ai réglé. Bien. Comme ça. Voilà. Voilà. Vraiment une cassette 28. Difficile, il suit la raille. Difficile, il ne suit la raille. Non, suit la raille, tu oui, putain. Putain, non, moi, qui pas na imot. Oui, c'est là, il suit là. Regarde, faire tep. Flop na imot, non, suit là. Non, suit la raille, mais flop na imot, non, moi. Tu es prêt, papa? Tu es prêt? Non, suit la raille. Oui, c'est prima. Ok. Bien. Voilà, bien la gueule. Hein? Tu es gentil. Allez, d'accord. Assieds-toi. Voilà. Donne-moi une deuxième cassette. Il y a cliché de vie. Abdoulaye Kourouma. Bon, à la manée, il y a encore un amphi. Où le tombeau souli. Examen prix. À la mécanique amphi. Radio Birnavi. Il y a tout qui Fring. Salam. Nani. Voilà, toi. Il y a une bande de une bande à Fungue bébé Nanaki. Donc, on a bien l'angle où le tombeau souli. Et un amphi. Ce gars, nous avons Dr. Keïta Ali. On va discuter. Dr. Keïta m'a filmé, il n'a filmé. Dr. Keïta m'a filmé. Dr. Keïta m'a filmé, filmé à Danda. Na photo là-bas, on a vraiment il a dit à la machine, non. Mais Dr. Keïta m'a filmé, il n'a filmé. Peu quoi pour moi, il est. Ah, dis donc. Ma dit dans scène nara dit, où ton gosul nara. Bah que ma filmé une photo sur dit. Des séries ça là, à série n'a minda ça là. Dans série. Well, assez arbane na no na chance tongo itana. Na photo itana no attends série ça. Série ça là. Eh ben faut série ça be fangi kete gara jo série. Une fois tem yon nabe. Cliché nabe. Et va cobra ya cause be tina gese cliché nabe. Une fois moi to moi so do keta iranya. Awa. Une masigade. Siga. Si on voit même le premier cliché, regardez. Ça, c'est la poche qu'occupait le phlegmon. Et lorsqu'elle s'est fistulisée, il a vomi du pu. Quand la fistule s'est constituée, nous avons pris, on a agrandi.
Après avoir agrandi, nous avons tenté de sortir tout le reliquat de puits qui était là-dedans et on a nettoyé, on a méché. Bon, un autre aspect du problème qui est très compliqué chez cet enfant, c'est qu'il s'agit d'un enfant réfugié non recensé par le HCR. Et les parents n'ont aucun moyen. Oui, ils n'ont aucun moyen. Où est la mère de Abdoulaye? Anamende. Il n'est pas là. Anamende. Il est à Kamsa. Mais allez chercher la mère de Abdoulaye. Si sa mère ne vient pas à côté de lui, une autre femme ne peut pas faire le travail. Vous avez vu Mamoudou qui est dans l'autre salle là. Si ce n'est pas sa mère qui soit là tous les matins pour lui donner à manger par la sonde, personne ne peut faire. Il faut que la mère de Abdoulaye soit là pour qu'on puisse lui mettre une sonde qui va nous permettre de l'alimenter et laisser l'œsophage au repos. C'est la condition sine qua non de la cicatrisation. Le corps étranger est sorti. Le corps étranger n'est plus visible à la radio. Quand on pense aux revenus à la bourse du Guinée, en voyant les soins, par exemple, nous avons dit ici 52 000 francs pour les malades qui viennent pour une intervention chirurgicale, etc. et tout, compris frais d'anesthésie, médicaments. Mais là, ça ne va pas. C'est la réalité. Il faut se dire la vérité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça, c'est des choses que tout le monde... Mais même si c'était... Les 52 000 francs pouvaient couvrir tous les frais. Combien de Guinéens sont capables de payer 52 000 francs pour bénéficier d'un soin? Combien de Guinéens? Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles existent. Et vous, depuis que vous êtes là, vous avez certainement compris à peu près quels sont les problèmes réels auxquels moi, en tant que médecin chirurgien pédiatre ici, je suis confronté. Hein. Vous connaissez parfaitement bien ces problèmes. Puisque maintenant, les malades vous substituent plus ou moins à moi, puisqu'ils sentent qu'il y a une certaine possibilité de votre côté aussi d'avoir quelques médicaments. Vous voyez combien de malades viennent vers vous maintenant pour vous demander d'intervenir pour tel ou tel médicament, d'intervenir pour telle ou telle autre chose, pour le sang, pour ceci ou pour une solité de perfusion ou de ceci ou de cela. Ça, c'est des réalités que vous vivez maintenant avec nous ici et qui vous font dire que les 52 000 francs ne sont pas à la portée de tout le monde. Même moi, en tant que chirurgien qui vous parle, si je tombais malade aujourd'hui et que l'on me demande, moi, de payer tout ce dont j'ai besoin, rien qu'à partir de mes ressources, de ce que je gagne comme salaire, mais où ça va m'amener? 170 $ par mois. Je suis marié à une femme, j'ai 2 enfants qui doivent manger, qui doivent se déplacer, qui doivent aller à l'école. Moi-même, j'ai une voiture, je dois mettre du carburant là-dedans. Écoutez, il faut être un peu réaliste. Ça ne ressemble à aucune réalité. À aucune réalité. Afin de cicatriser la plaie, le docteur Keïta va tenter une intervention. Il s'agit de placer dans le nez de l'enfant une sonde qui le nourrira artificiellement. Ça va faillir ton mot. Ah, Kanimé. Ah, ça y est, ça devient. Ah. Attends. Donnez-moi un peu d'huile de paraffine. Ça va, jeune homme, ça va, ne te fais pas de mal, ça va. C'est bon. Ablaye? How do you well? You are fine? Ok. Ablaye? Prenez-moi les 2 mains de Ablaye, hein? Et moi. Ablaye? Bon, attends, hein? Oh non, reste tranquille, hein?
Tu n'as pas besoin de mettre un truc. Mameti, hein? Mameti. Dedans. Vous me lavez proprement la seringue. Hein? Vous lavez proprement, vous nettoyez, vous asséchez. Vous enlevez l'eau dessus et vous gardez ici. Hein? Quand il dit qu'il a faim, vous lui prenez encore du truc dans le thermos, vous mettez dans ça et vous refroidissez et vous lui donnez. Ai figu la nengo fila. Wote. Kontofuli na masonali nto donc iki. Ayala fe no. Pite sere gbete sebe ma na kambe. Moemu na shotofi na kontofuli biri na manu adonse na adoma. Mikiomu na be no ma kwinti de na ire na kaiji fe mole na nsoko famali. Obian faji shonyira aloko ngasa diraba na no ma haifande. Fontan so yete na kata yetera. Na fang abara findimbe anyakira ba ntamfa lube di bo ma di fana be ano nfa sono traitement muna ceremona so na toga sake fufa fu so na nye na nwa demara fala ka lo mo ka mine ka kunki kira no ma dengde na musika. Je dis, il n'y a rien de plus choquant pour un médecin que de voir un malade mourir de maladies qu'il aurait pu éviter. Ça, c'est la chose la plus choquante pour un médecin. Donc l'hôpital est effectivement plus malade. Et peut-être même nous, les médecins, nous sommes aussi malades. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Entre deux mots, il faut choisir certainement le moindre. Faudrait-il refuser de travailler parce que nous n'avons pas le minimum? Ou tenter de travailler pour sauver quand même ceux qui peuvent être sauvés dans ces conditions? Voilà la question, nous en tant que médecins du tiers-monde et médecins dans un grand hôpital d'Afrique, la question que nous nous posons éternellement. En Afrique, d'une manière générale, à cause de la misère, les gens n'ont jamais amené à leur maladie à l'hôpital, c'est la maladie qui les a toujours amenés à l'hôpital. Ça, c'est un fait extrêmement important. C'est-à-dire que les malades ne sont jamais reçus à temps. Ils viennent toujours quand c'est trop tard. C'est lorsque vraiment ils ont usé de tous les moyens disponibles, à commencer par la médecine traditionnelle, à commencer par l'automédication en payant un médicament, un comprimé par-ci, en payant une injection par-là, sur conseil de tel voisin ou de tel autre visiteur qui dit « Ah, ce dont tu souffres là, moi j'en ai souffert, mais j'ai payé tel médicament qui m'a soulagé. » Cette automédication, l'utilisation de la médecine traditionnelle que je ne condamne pas, mais qui doit avoir ses limites, les malades restent donc à la maison pour toutes ces raisons, y compris le facteur fondamental, la misère. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent toujours qu'en venant à l'hôpital, il faut débourser beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Et lorsqu'ils n'ont pas les moyens, souvent on préfère rester à la maison avec sa maladie en essayant d'utiliser les moyens de bord. Donc les malades deviennent presque toujours cadavériques dans les formations sanitaires, qu'il s'agisse d'un grand hôpital ou qu'il s'agisse d'un hôpital de province ou d'un hôpital de quartier. Les malades viennent toujours dans un état cadavérique et c'est pourquoi on peut considérer nos formations souvent comme étant des miroirs. C'est-à-dire que les gens viennent tout juste pour mourir au moment où on les reçoit.
Au fil des ans, l'hôpital Donka a accumulé un déficit budgétaire considérable que ni l'État guinéen ni l'aide internationale ne peuvent ou ne veulent combler. Aujourd'hui, contraint de développer son autonomie financière, l'hôpital pratique une médecine payante afin de couvrir une partie de ses frais de fonctionnement. 128 900 francs. Cette politique plus financière que médicale a cependant un coût social élevé. Les recettes de l'hôpital augmentent, tandis que l'accès aux soins diminue pour beaucoup de Guinéens, ce qui met en péril la notion même de médecine publique. 128 900. Madame Cissé, vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la caisse et la trésorerie de l'hôpital? C'est tous les jours que nos percepteurs ramènent la recette du jour. On a plusieurs services à l'hôpital qui déposent chaque jour leurs recettes. Et les urgences? Les urgences, oui, ça fonctionne très bien même. Les urgences, eux aussi, ils rapportent assez d'argent puisqu'ils sont fonctionnels 24 sur 24. Est-ce que vous avez l'impression que les recettes de l'hôpital sont en augmentation? Oui, ça augmente. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai constaté, c'est-à-dire depuis juillet, le 10 juillet, je suis à la caisse. Et chaque mois, il y a une augmentation. Urgence, garde du premier encore. C'est la suite, oui. Vous prenez traumato, 23 250. Oui, c'est bon. Médecine générale. Cette gestion financière de l'hôpital se veut rigoureuse malgré l'absence totale de moyens techniques modernes comme le téléphone ou l'ordinateur. Médecine générale. Oui. Infectieux, 6 800. Oui. Traumato, 23 800. Ça, c'est aux urgences. Je suis inspecteur au service financier et comptable de profession et en même temps directeur administratif et financier du CHU Donka. Je suis en même temps le régisseur des recettes et des dépenses. Et à ce titre, bien sûr, j'encours toutes les responsabilités pour ce genre de travail. L'objectif de la direction est de fixer des tarifs et un mode de paiement officiel pour les malades. Il s'agit de mettre un terme aux transactions parallèles de la main à la main qui échappent à la comptabilité de l'hôpital. Aujourd'hui, le directeur financier reçoit les infirmiers-chefs en vue de fixer le montant des primes salariales liées à la productivité des différents services. Je viens pour contrôler notre état de primes. Octobre, aux urgences pédiatriques, vous avez fait 628 000, c'est ça? Oui, oui. Ben, vous connaissez le principe, on divise le montant par 2. Donc, octobre, urgence pédiatrique, 47 100 francs. Très bien. Ce qui fait un total de 178 725. Ok. Voilà. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit? En fait, nous sommes en train de donner les primes au personnel. C'est, si vous voulez, une forme de motivation du personnel. Et elles sont données à partir des recettes effectuées, sur la base des recettes effectuées par les services eux-mêmes. Le service de pédiatrie a fait, je donne un exemple, 50 000 francs de recettes. Le conseil a décidé de donner 15 à 20%, 15% des recettes effectuées par le service. Et c'est ce que nous donnons actuellement. Merci bien. Bonne journée. Merci. Je crois que ces primes vont vous servir à quelque chose. Beaucoup, surtout Voilà. que ça va encourager beaucoup les travailleurs, Voilà, naturellement. voilà, Et cela, c'est, comme vous l'avez dit, ce sont des primes de travail. Ouais. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est celui qui travaille effectivement qui bénéficie des primes. 720, 730. L'infirmier-chef de la pédiatrie est responsable de la répartition des primes au sein de son service. C'est courant pour vous d'obtenir des primes de cette importance? Ce n'est pas tous les jours, mais cette fois-ci, vraiment, ça a été un réconfort.
Mais ce n'est pas non plus la première fois. Centre névralgique de l'hôpital, le service des urgences accueille les cas les plus divers et les plus dramatiques. Médecin-chef adjoint, le docteur Camara établit le premier diagnostic. Aïe, aïe. Je ne veux même pas qu'on me touche. Waliba, walo adjoda. Walo adjoda mendara, nyoko rendi yara. Walo. Aïe. Aïe. Renu ala musude. C'est un patient qu'on a reçu pour trauma crânien avec perte de connaissance avec multiples plaies corporelles. Mais on ne connaît aucun de ses renseignements. Il n'a pas de parents. Nous l'avons soigné, on l'a accouché là. Mon keni cabine. Aïe. Cabine. Ah ouais. Il va rester à vivre. Il va rester à vivre. Ah, il croit quelle équipe ici? Hein? À l'équipe. Il parle n'importe comment. Donc c'est suite à une bastonnade. Ça, c'est suite à une bastonnade. Le service des urgences a quand même assez de... parce que c'est la plaque tournante de l'hôpital. Tous les malades reçus en urgence, les différences, nous les recevons là. Donc nous avons beaucoup plus de difficultés par rapport aux autres services. D'abord, on n'a pas suffisamment de place. On n'a pas les moyens d'urgence nécessaires, comme vous le voyez, pour un service digne du nom d'urgence. Vraiment, on se débrouille, c'est le mot. C'est-à-dire, on fournit le minimum de ce qu'on a et ça nous réussit quelquefois. Et il y a des moments, ça ne peut pas nous réussir parce qu'il y a non seulement, pour certains qui viennent en urgence, ceux qui font leur détresse respiratoire, il faut une assistance. Du point de vue respiratoire, on n'a pas d'appareil pour l'assistance respiratoire. Il y a des malades qui viennent encombrer, il faut les désencombrer, on n'a pas d'aspirateur, mais on se débrouille avec nos seringues, les moyens de bord, comme si on était en campagne. C'est un enfant qu'on a reçu en état de convulsion. Le remède, c'est la quinine en perfusion dans ces cas parce que l'enfant est dans un état d'inconscience. Qui est-ce qui peut fournir ces médicaments? Présentement, c'est les parents qui fournissent tous les médicaments parce que l'hôpital n'a pas de stock de médicaments. Nous donnons les ordonnances, les parents vont payer les médicaments, nous venons installer. Et dans ce cas-ci? Dans ce cas précis, sa maman est venue dès l'arrivée. Comme il n'avait rien, sa maman est partie chercher le père. Et jusqu'à maintenant, là, il n'est pas venu. Vous attendez la famille? Nous attendons la famille, mais comme on ne peut pas laisser l'enfant convulser longtemps,
On a pu se réunir pour trouver une ampoule de Valium et faire à l'enfant. Trois heures après son arrivée, l'enfant meurt dans les bras de sa mère. Le plus souvent, il y a des malades qui ont suffisamment de médicaments. Il y en a qui n'en ont pas. Donc, il y a des moments, moi personnellement, je profite avec ceux qui ont plus de moyens. Un malade qui a beaucoup de moyens, je te prescris beaucoup de choses quand j'ai ces deux types de malades. Celui qui n'a pas de moyens paye, celui qui a les moyens, j'utilise ces produits pour celui qui n'a pas les moyens, pour lui sauver la vie. Surtout que moi, je suis très sensible face aux enfants accidentés. Très, très sensible. Il a une fracture du genou. Donc, nous comptons l'hospitaliser. Vous vivez où ici à Conakry? À Sangoya. C'est au niveau de Sangoya que l'accident a eu lieu. Il partait à l'école. Il traverse la grande route. Oui, mais pourquoi un enfant comme ça, vous ne le faites pas accompagner d'une grande personne? Il était avec une grande personne. Il était avec sa nièce. Sa nièce. Où l'accident, le véhicule l'a trouvé? Sur le trottoir ou en pleine chaussée? C'était sur le trottoir. Bon, on va l'hospitaliser. Quelle est la procédure maintenant, docteur Camara? Nous faisons l'immobilisation s'il y a une fracture avec nos attelles de fortune. Vous avez vu avec les cartons, parce que c'est ce qu'on a de disponible ici. C'est les cartons que nous utilisons avec la bande et le coton. On l'envoie à la radio. Maintenant, quand la radio confirme le diagnostic, lorsque le radio nous donne le diagnostic exact, donc il y a effectivement la fracture, nous l'amenons au 3e étage pour voir le type de traitement indiqué. J'assume la planification familiale. Donc, à partir de... Vous choisirez un jeudi matin, vous travaillez à l'AGB, on la planifie pour espacer les naissances. Une heure plus tard, l'enfant et ses parents quittent précipitamment l'hôpital pour se rendre chez un guérisseur traditionnel. Ils espèrent ainsi assurer à leur fils des soins moins chers et plus rapides. Bakayoko. Ouais, c'est Sekou Bakayoko. Pour les affaires des médicaments, c'est un ami qui l'a envoyé des argent. Comment tu as été brûlé? Il faut nous expliquer. Le pétrole, ça a été mélangé avec l'essence. Comment tu as su que le pétrole a été mélangé à l'essence? Ah, parce que lampe. Toi, tu voulais allumer la lampe? Non, c'est mon ami. C'est ton ami qui a allumé la lampe? Ouais, c'est mon Toi, ami. tu étais au-dessus de la lampe? Voilà. Maintenant, tes habits ont pris feu ou quoi? Comment ça s'est passé? Ah, j'enlève, je... Il t'a fait manikakano? On can bere du ma kan kuru quoi. Bon, il y a la séance en cours là, il a poussé le ganga. Bon. T'as qui minaya du mana? Lampe n'est glacée là. T'as lampe belle mine. T'as lampe mina. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, nous allons assurer son transfert pour le 2e étage ou le 3e pour les soins permanents maintenant. Il restera définitivement là-bas jusqu'à sa sortie. Ici, nous le gardons en attendant qu'il ait une place là-haut. Pour le moment, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le moment. Averti, le docteur Barry, chef du service de réanimation, vient s'informer sur place. Qu'on a reçu hier à 21h30 pour brûlure thermique du 2e degré estimée à 38%, brûlure causée par un mélange à pétrole-essence. Maintenant, nous avons fait ce que nous pouvons et on compte le transférer en réanimation, en précisant que c'est un indigent. Nous allons le prendre, mais comment le traiter, ça devient une question parce que notre service n'a aucun moyen en dehors du lit. Ainsi donc, nous allons l'amener avec l'espoir que l'hôpital pourra faire peut-être les premiers soins au service de réanimation, mais le reste revient aux parents.
qui devront prendre en charge leurs malades. Ainsi donc, nous autorisons le transfert au service de réanimation. Doucement. C'est doucement, hein? Maji. On devait sortir par ici. Oh. On s'en a qui l'on nous paye et le service. Les ascenseurs sont en panne depuis plusieurs années. Une situation qui oblige le personnel à utiliser les escaliers dans cet hôpital de 5 étages. Depuis le matin, docteur, on est en train de parler de problème de drap. Impossible. Il est venu même. Le problème de Tigra là n'a même pas été. Prendre le banal. Je vais le faire, monsieur. Le moment où notre service de réanimation fonctionne au ralenti, c'est-à-dire que nous n'avons que des lits disponibles. Les malades se prennent eux-mêmes en charge et ceci nous pose d'énormes problèmes, ce qui dit réanimation, dit soins intensifs d'urgence. Il faudrait agir vite et bien. Nous sommes obligés de délivrer des ordonnances, d'attendre le retour des parents ou des proches avec les médicaments pour maintenant prendre en charge nos malades. Nous avons aussi des problèmes d'équipement, il faut être franchement honnête, un service de réanimation n'est pas un luxe, mais demande un minimum pour pouvoir travailler. Donc en dehors des lits, nous ne disposons de rien pour le travail. Il n'y a pas de respirateur, pas de monitoring et le laboratoire ne travaille pas à satisfaction. Ce qui nous fait un taux de mortalité quand même élevé, qui est dans les environs de 60 à 75%. Ce taux est élevé. Malgré certaines satisfactions de voir qu'un malade grave est sauvé, ça nous arrive aussi qu'on sauve les malades. La nuit s'est bien passée. Tu as reçu tous tes médicaments. Ouais. Il n'y a pas de plainte. Il y a beaucoup de médicaments ici. Il faut savoir, il faut contrôler les médicaments. D'accord. Comme vous le constatez, il y a une atteinte des deux membres inférieurs, du tronc, des membres supérieurs, du cou et du visage. Donc c'est un malade qui a connu un retard dans la prise en charge, retard dû au fait que les parents ne s'étaient pas présentés à temps. Mais depuis hier, les parents sont venus et le traitement est en cours. Donc ce matin, on va lui faire un hémacèle
La pénicilline, 1 million d'unités internationales, 3 fois par jour en IM. Et les pansements. Bon, s'il n'y a pas de questions, au malade suivant. Ici. Oui, là, le produit déjà avec hier, on avait préparé. C'est celle-ci. Vous-même, vous pouvez imaginer l'état d'âme d'un médecin quand il est face à un malade à qui il propose un traitement et que pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce traitement ne peut pas être assuré. Vous venez à l'hôpital à quel rythme en une semaine? Non, je suis à l'hôpital tous les jours. Férié, dimanche, je suis à l'hôpital. Tous les jours, je viens à l'hôpital. Comment cela se fait-il? Ceci est dû tout simplement que pour le moment, je suis le seul spécialiste de l'hôpital. En anesthésie? En anesthésie, réanimation. Donc, je dois travailler non seulement dans la salle de réanimation, être avec la chirurgie viscérale, la chirurgie pédiatrique, la maternité et surtout la chirurgie traumatologique où avec les accidents de circulation, on est obligé d'être là. Le rythme est franchement, du point de vue physique, infernal. Je suis tenu d'être là à 8 heures et de ne quitter que quand pratiquement il n'y a rien à faire. Ce qui fait que je peux rester à l'hôpital de 8h, 8h30 jusqu'à 20h, parfois jusqu'à minuit, si les besoins l'exigent. Et le lendemain, être là aussi à 8h. Dans les extrêmes urgences, la nuit, on peut aller aussi à la maison me chercher pour que je vienne travailler. Et face à nos possibilités, notre seule force, c'est surtout être à côté des malades pour pouvoir non seulement les surveiller, sensibiliser la famille pour l'achat des médicaments. Parce qu'il arrive que la famille est désespérée, elle préfère croiser les bras et attendre le destin. La famille, bien sûr, a honoré certaines de nos ordonnances, puis elle a disparu. Donc hier, j'ai trouvé que le malade était dans un mauvais état général et qu'il n'y avait aucun des proches. Donc il avait arraché son cathéter jugulaire qui nous permettait de donner les perfusions. Et son état était très mauvais. Je n'avais qu'un seul infirmier de garde qui ne pouvait pas maîtriser plus de 4 malades graves parce qu'étant seul. Donc c'est ainsi que la mort est survenue vers 20h. Construit en 1959, à la fin de l'époque coloniale, l'hôpital Donka a été conçu sur le modèle européen. C'est aujourd'hui un hôpital en chantier. Bientôt, plusieurs services seront entièrement rénovés, d'autres attendent toujours d'éventuels financements. Responsable du programme en cours, le docteur Kouyaté et l'entrepreneur libanais M. Zaher inspectent quotidiennement les travaux. Quelle est l'ampleur des moyens et des budgets engagés pour cette rénovation? Alors, donc, si vous voulez, vous avez deux phases. Il y a deux phases. Il y a une première phase de 17 millions de dollars. Ces 17 millions de dollars incluent la rénovation elle-même et la construction, donc tout ce qui est génie civil. Il y a aussi la supervision des travaux, il y a les équipements médicaux, il y a les travaux de voirie, de réseaux divers, vous avez. Et donc tout ceci s'englobe dans un budget de 17 millions de dollars pour la première phase. Il y a une deuxième phase qui est prévue, qui est sur un bâtiment qu'on doit récupérer.
qui est environ de 10 millions de dollars, mais qui va être actualisé. C'était vraiment un chantier très difficile au départ. Mais avec la volonté des autorités, la volonté des bailleurs de fonds, la volonté de l'entreprise, nous sommes arrivés à ce que vous voyez. Elle est pas mal cette route. Vraiment, elle est bien. Parce que là, ça change. Oui, la route là, ça change complètement. J'ai une satisfaction morale en tant que médecin, en tant que citoyen guinéen, d'avoir pu, grâce à Dieu et grâce aussi à la bonne collaboration des entreprises qui nous ont aidés, et des bailleurs de fonds, et aussi de toutes les bonnes volontés, d'avoir donné à la Guinée, aux populations guinéennes, un hôpital de cette envergure dont on avait sérieusement besoin. Je ne regrette rien, tout au contraire. Quels sont les principaux bailleurs de fonds? Les principaux bailleurs de fonds pour Donka, oui, c'est le Fonds saoudien de développement, la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. Tout ça, c'est cool. Au niveau de l'accueil, au niveau du coût, au niveau des soins, la rénovation peut apporter quelque chose de positif pour le malade. Je dis bien peut apporter quelque chose de positif pour le malade. Mais le tout n'est pas là. L'essentiel est de changer les mentalités. Tant que les mentalités ne changeront pas, nous aurons des bâtiments flambant neufs, des équipements flambant neufs. Si les mains qui doivent manipuler ça, soutenues par cette tête-là, ne sont pas transformées, c'est dire que la rénovation n'aura servi à rien. Et la grande inquiétude que tout le monde exprime aujourd'hui, quand on voit l'étendue du travail gigantesque qui est en train de se faire, qu'est-ce que ce travail-là va devenir 3 mois après qu'il aura été livré aux consommateurs, c'est-à-dire les malades qui viennent à l'hôpital. Premier bénéficiaire de la rénovation, la maternité vient de s'installer dans des bâtiments neufs équipés d'un matériel moderne. Madame Ijazi, gynécologue obstétricienne, anime l'équipe médicale de la maternité dont elle est médecin-chef adjoint. On voit très bien son cœur qui bat. Comme ici, il s'agit d'une femme qui ne connaît pas exactement sa date de règles, ou du moins qui dit qu'elle n'a pas eu ses règles depuis 11 mois. Et maintenant, nous essayons de lui donner un âge échographique, de voir plus ou moins combien ce fœtus aurait en semaine. Nous avons vu les 2 bras, les 2 avant-bras, le rachis, la coupe 4 cavités du cœur, l'estomac, la vessie. On voit très bien son sexe ici. On voit le zizi, on voit les testicules. Donc on voit très bien qu'il s'agit d'un petit garçon. En fait, madame, tu as 6 mois de grossesse. Et le bébé va bien. D'accord? La médecine, c'est déjà un métier très beau. Mais l'obstétrique, c'est encore un métier plus beau parce qu'on a toujours l'impression de donner la vie. Alors quand vous voyez ces enfants grandir et qu'on vous dit c'est vous qui m'avez accouché, c'est vous qui avez fait naître cet enfant, ça donne toujours un petit sentiment de joie. Viens, c'est attends-moi. Attends-moi. Oui. Mais ce n'est pas pour ça.
Tout ça, ça reste. Après, quand ça reste maintenant, ça ne part plus. Ça va se rouiller. Non, il n'y a pas de chose. Je t'ai dit le matin que j'allais passer ici. Docteur Hijazi, Oui. vous veillez beaucoup à la propreté de l'hôpital. Oui, nous sommes quand même obligés de le faire. Parce que comme vous voyez, nous sommes dans des structures toutes neuves. Alors, si on laisse les mauvaises habitudes s'installer, en 2 ans, tout notre matériel là sera complètement rouillé et inutilisable. Et malheureusement, la propreté est un concept très relatif. Donc, il y a certaines filles de salle qui peuvent trouver que c'est propre, alors qu'en réalité, comme vous voyez, on vient de trouver qu'il y avait des traces de sang un peu partout. Alors, c'est pour ça qu'il faut veiller constamment jusqu'à ce que les bonnes habitudes soient ancrées dans les gestes quotidiens. Que pensez-vous de cette rénovation dont vous êtes les principaux privilégiés, si on peut dire? Eh bien, nous pensons que nous avons eu beaucoup de chance. Et c'est pour cela que je ne me lasse pas de dire aux gens qu'il faut profiter de la chance que nous avons eue. On a changé l'équipement. Maintenant, c'est à nous de changer la mentalité. Parce que un bâtiment neuf, équipement neuf, il faut mettre donc des hommes nouveaux. Et ces hommes nouveaux, on ne peut les avoir qu'en essayant de faire évoluer la mentalité. Et ça, vous savez que tout ce qui amène un changement de comportement et un changement de mentalité, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nécessite beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Et nous pensons pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques. Ils disent toujours, ah oui, on a mis des nouveaux bâtiments, mais comme on n'a pas changé les problèmes, on va voir d'ici 6 mois, tout sera comme c'était avant. Alors c'est un défi que nous allons essayer de relever pour leur montrer qu'on peut, avec la volonté, arriver à changer les mentalités. Alors, qu'est-ce qu'on préconise ici? C'est un gros fœtus. Une première de 18 ans. Une première de 18 ans. La tête ne s'engage pas. Il m'a fait un bébé. Voilà. Ok. Fais le bout au cachet. Suzanne, ne vais pas chercher le médicament. 22. 19 billets épineux. Donc, maintenant, vous avez une raison. C'est un gros fœtus sur un bassin limite. Parce que je n'avais pas confiance en cette pelvimétrie. Donc, l'indication, c'est un gros fœtus sur un bassin limite. C'est quoi? Le second. Ça fait faire plusieurs jours. La mortalité maternelle, ici, dans nos conditions, vraiment, c'est une réalité quotidienne. Mais la plupart des femmes qui viennent mourir chez nous, ce sont des femmes qui se sont compliquées ailleurs et qui viennent en phase terminale, où nous ne pouvons pratiquement plus rien pour elles. Ne dit-on pas aussi femme enceinte, un pied dans la tombe? C'est valable pour les pays du tiers-monde. Peut-être dans les pays développés, ce n'est plus le cas, mais dans les pays du tiers-monde, c'est une réalité et nous nous battons contre cette réalité. Nous voulons que ce ne soit plus cette situation. Que donner la vie à un enfant ne soit pas pour le moment le risque de perdre la sienne. Kajatu. Ifi sama. Seni yawe. L'abdomen souple, l'utérus bien retraité à 4 travers au-dessous de l'ombilic, mais on va voir si c'est ça. Et l'enfant,
C'est un mort-né. C'est un mort-né. L'enfant est un mort-né. Il y a des complications aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, l'état général n'est pas très bon. Hein? Oui, elle a une tension de 9,5. Et il y a une sueur froide, il y a la respiration est accélérée avec battement des ailes du nez. Plus de 80. Putain, elle n'est pas chaud. Nani qui bé on a bé. Nani qui on a ma. Il on a fait. Il on a fait. Et quand on a pas fait l'air. Et quand on a couillard. Kadiatou décède quelques heures plus tard. Nous avons toujours pratiquement 2 vies en charge. La vie de la mère et la vie de l'enfant. Alors, je crois qu'on ne peut pas marcher autrement que dans la rigueur. Parce que ce n'est pas tout de faire le diagnostic, il faut soulager le patient. C'est vrai qu'une rénovation telle que c'est fait maintenant, avec tous les appareils qui nous permettent de faire des meilleurs diagnostics, de mieux suivre les patientes, ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions. Mais ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous avons maintenant 86 lits avec des équipements nouveaux et un bâtiment neuf. Donc la charge de travail est augmentée. Et avec ce personnel qui avait pris l'habitude de se tourner les pouces. Alors il faut maintenant revenir à la charge pour les stimuler, pour les motiver et leur faire comprendre que c'est fini, la récréation est terminée. J'ai réussi à prendre tous les documents que nous avons traités la nuit. Bon, en fait, sur l'affaire d'évacuation, il est écrit que la femme est entrée dans leur service à partir de 8 heures. Vous avez l'affaire d'évacuation qui est au verso de l'affaire d'observation. Donc, elle est entrée dans leur service à 8 heures du matin et nous l'avons reçue ici aux environs de 16 heures. 16h40. La femme est arrivée à 16h40, vous avez mis 144, ce qui était dans les limites de la normale. Cette femme-là, vous allez extraire l'enfant à 19h35. Ce matin, comme tous les jours, l'équipe médicale de la maternité se réunit avec le médecin de garde pour examiner les problèmes survenus dans le service au cours des dernières 24 heures. Ce n'est pas une polémique, mais les sages-femmes reçoivent les femmes, elles font la feuille d'observation et quand nous constatons des complications, nous essayons d'agir de façon très rapide. Donc, généralement, par confiance, on se contente de leur feuille d'observation et on passe directement à l'action. Il y a eu un petit problème de prise en charge au niveau forcément de la maison d'accouchement. On ne garde pas dans une maison d'accouchement une rupture prématurée des membranes de plus de 24 heures, a fortiori de plus de 4 jours. Donc il est certain que cet enfant, avant d'arriver dans notre service, a eu le temps d'avoir une infection très sévère. C'est que quand même ici aussi, vous avez perdu un peu de temps, qui aurait pu être fatal, parce que c'est une rupture utérine. Dans ces cas-là, même 10 minutes de retard, ça peut être trop. Nous n'avons pas du tout perdu du temps devant cette femme. 23h05 minutes, c'est marqué ici. 50 minutes. 5. C'est ce qui est marqué sur le dossier. Non, ce n'est pas 50, parce que vous avez marqué 23h05. Et mieux, Emacel, un flacon en IV à 23h15. Donc ça signifie qu'elle est rentrée à 5. Il faut dire que vous n'avez pas couru, c'est tout. Absolument, oui. Donc ce n'est pas pour une question de temps. La garde a été tellement agitée que, quelque part, on pourrait remédier à cette erreur. Je vous en prie. Surtout quand une urgence est super urgente, je crois qu'il faut mettre les bouchées doubles pour aller vite. Je suis d'accord. De toute façon, on ne peut pas se défendre. On vous demande des excuses. Bon. Je ne suis pas abonné. C'est pas mon camarade. Il n'a pas les produits au complet. Il va rater compresse mon aïra. C'est un femme mon aïra. C'est un kéren nana. Il va me dire mon série bien sarah. On n'a pas dit. Il va le dire. Kadiatou du bâti. Est-ce que nous même font parce que il va opérer opération encore faut qu'à pansement de quelqu'un. Ah, compresse fanatico. Faut qu'on s'en au fin ordonnance de quelqu'un dîme. Il doit ça. Il y a un problème, docteur? Non, je lui explique. Elle n'a pas tout amené. Non, elle n'a pas tout amené.
Donc, je suis en train de lui expliquer ce qui manque. Et après l'intervention, ce qui doit se passer, c'est comment on doit faire le traitement. Si on ne leur explique pas, ils nous achètent pas. Oui, la petite poubelle basse. Médecin-chef de la maternité, le docteur Keita effectue aujourd'hui une césarienne. L'écarteur. Tiens donc. Allumez l'autre. Bon, ça c'est le grand cadeau de la Sogène. Qu'est-ce qui se passe? Coupure de lumière. Vous allez pouvoir opérer? Oui, sans problème. On a une autonomie d'1 heure là, avec cette batterie. Avec une seule lampe? Vous avez une lampe? Voilà, on a une lampe. Voilà. Cela vous est déjà arrivé? Oui. Vous ne dort pas bien. Hein? Quelques minutes plus tard, l'électricité est rétablie. Tout est prêt pour la réanimation de ce petit bout de chou. Bon. Aspirateur. Mettez en continu. Non, laisse-le. Maintenant, appuie sur le fond. Appuie. Merci. Appuie. Merci. T'as une seconde. Vas-y. Oui. Non. Kelna, quitte là-bas. Bien ça. Aspirez-le un peu, ce bout de chou. Hop. Tu as fait le cinto? Oui, tu as fait le cinto, mais je lui ai bien posé la question 1000 fois avant. Mets dans ma poche. Oui, docteur. J'ai 17 unités dans la veine après 10 unités dans le matin. C'est pas vrai, on dirait que tu rêves quand on te parle. Épongez-moi ici. Aspirez-moi ça. Eh bien, merci, cassez tout. N'aspirez pas trop pour ne pas
faut laver, c'est l'affaire. Hein? Tu as fait dans la veine directement? 5 unités. C'est fait. Il m'a tellement énervé. Voilà. Ça va ou non? Bon.